Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac de géométrie dans l'espace. Il concerne les deux chapitres de géométrie, à savoir vecteurs, droite et plan dans l'espace, ainsi que le chapitre produit scalaire et équation cartésienne d'un plan. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble pas à pas avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Au menu, vous aurez des rappels de première sur la façon dont on établit les coordonnées des points. On traitera de l'orthogonalité dans l'espace, notion que vous aimez pas forcément mais pourtant il faut bien. Ensuite, on abordera en détail la notion de projeté orthogonal, chose que vous n'aimez pas du tout en cours particulier, mais je vous ferai une présentation qui vous réconciliera avec cette notion. Et enfin, on finira sur du calcul de volume de tétraèdre, qui est une question qui revient souvent et vous verrez qu'on va le traiter tout en douceur. Pour ceux qui sont déjà abonnés et like, je vous remercie encore et toujours, la chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. L'annale de bac que nous allons traiter ensemble est extraite du sujet 1 d'Amérique du Sud 2022 qui concerne donc la géométrie dans l'espace. Ce sujet est donc noté ici sur 7 points et vous demandera environ 1h15 pour être traité. C'est parti pour la lecture de l'énoncé. Dans la figure ci-dessous, ABCDEFG est un parallélépipède rectangle. Donc ça, c'est la première information que vous avez sur la figure qu'on va étudier. Ici, vous aurez donc des rectangles sur toutes les faces de notre figure, tels que AB égale 5, AD égale 3 et AE égale 2. On va mettre les longueurs directement sur la figure. Vous avez ici AB qui est égal à 5, vous avez AD qui est égal à 3, et enfin vous avez AE qui est égal à 2. Ces longueurs-là, on les aura donc sur toutes les arêtes qui sont semblables à celles qu'on a à l'origine. Donc vous aurez pour AB, EF, HG et DC derrière qui feront 5. Ainsi de suite pour les autres arêtes. Ensuite, l'énoncé vous dit que l'espace est muni d'un repère orthonormé d'origine A. Donc ici, l'origine de notre repère, ça va être le point A. Donc on va avoir toutes les coordonnées qui vont être prises par rapport au point A, dans lequel les points B, D et E ont respectivement pour coordonnées 5, 0, 0, 0, 3, 0 et 0, 0, 2. Ici, l'énoncé nous donne en fait les directions des vecteurs de base. Concrètement, l'énoncé ici vous donne en fait les trois vecteurs de base I, J, K qui sont selon les directions AB, AD et AE. Maintenant qu'on a bien analysé l'énoncé, on peut se lancer sur la résolution de cet exercice. Allez, on se retrouve pour la question 1A, et ici on vous demande de donner dans le repère considéré les coordonnées des points H et G. On commence par reprendre la figure au brouillon ou directement vous pouvez le faire sur le sujet. On peut voir ici H et G sur la face arrière de notre figure. Plus particulièrement, il s'agit des sommets supérieurs. Alors, pour donner les coordonnées des points, vous pouvez les donner, on va dire de façon bourrine, directement. Alors attention ici, vous êtes sur la première question de votre exercice. Partir directement sur une résolution rapide de la question, c'est pas forcément faire un bon effet sur votre copie. Donc ce que je conseille toujours au fil des exercices et ce que je conseille à mes élèves en cours particulier, c'est de détailler, même si c'est pas demandé par l'énoncé, c'est toujours bien vu, c'est comme une attention particulière à l'égard de votre correcteur et ça peut être quelque chose de bénéfique pour votre copie. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Chal. Je vais vous faire les décompositions. On va commencer par le point H. Je vous identifie sur la figure le vecteur AH et donc on va décomposer ce vecteur en se servant des directions qu'on vous a données dans l'énoncé. On vous a parlé des points B, D, E, qui sont d'une certaine façon une annonce en fait du repère. On va être sur les vecteurs AB, AD, AE pour décrire l'espace et vous allez avoir comme d'habitude l'horizontale, la verticale et la profondeur de votre figure. Ensuite, pour décomposer AH, on va donc passer par D ici, mais sinon vous pouvez aussi passer par E si vous en avez envie. Et on va avoir ici via Chal le vecteur AH qui est égal à AD plus DH. Mais ce qu'on voit sur la figure, c'est que DH, concrètement, c'est AE. Donc on va pouvoir utiliser ça pour donner les coordonnées de notre vecteur. Allez, c'est parti pour la rédaction. Avec la relation de Chal, on a AH qui est égal à AD plus DH. Mais DH, comme on l'a dit, c'est AE. Donc on a AD plus AE, en fait, pour détailler le vecteur AH. Et on en déduit que les coordonnées de H sont 0, 3 et 2. On va effectuer exactement la même chose pour le point G. Je vous trace AG. Ensuite de ça, on va décomposer ce vecteur selon les directions qu'on vous a indiquées. Donc on va commencer par AB. Ensuite, dans la profondeur, on va prendre BC. Et enfin, ici, pour finir, on va prendre CG. Donc là, on a bien utilisé la relation de Chal pour décomposer selon les trois directions du repère. Le déplacement selon AB va nous donner l'abscisse, le déplacement selon BC va nous donner la cote, et le déplacement selon CG va nous donner l'ordonnée. Alors c'est parti pour la rédaction.
AG est égal à AB plus BC plus CG, mais CG, le vecteur vertical au fond, c'est en fait AE au départ. Vous obtenez que AG, c'est AB plus AD plus AE. D'où les coordonnées de G sont 5, 3 et 2. On arrive maintenant à la question 1b, où on vous demande de donner une représentation paramétrique de la droite GH. Toujours pareil, on commence par reprendre la figure et identifier clairement l'objet dont on parle. Ici, la droite GH, c'est celle qui relie du coup les deux sommets précédents dont on a trouvé les coordonnées. Je vous représente la droite GH sur la figure. Avant de démarrer de manière bourrin à sortir directement l'équation paramétrique, on va faire une petite remarque ici pour les élèves qui sont un petit peu plus à l'aise. La droite GH, elle est parallèle à la droite AB. Donc un vecteur directeur de la droite GH, c'est le vecteur 1, 0, 0, qui vous décrit du coup en fait l'axe des abscisses. Ici, vu qu'on a 0 et 0 sur Y et Z, au niveau des coefficients du vecteur directeur, ça veut dire que dans l'équation paramétrique, on n'aura pas de t sur les axes Y et Z. Donc vous aurez des constantes. Admettons qu'on n'ait pas vu cette subtilité, on va reprendre à la base le rappel de l'équation paramétrique, je vous l'affiche à l'écran. Le cours vous donne pour une droite passant par A de vecteur directeur U, la relation AM égale T fois U. Concrètement ici, c'est qu'en fait le vecteur AM doit être collinéaire au vecteur directeur U. Je vous donne en dessous les coordonnées du vecteur U, alpha, bêta, gamma, et on obtient comme équation paramétrique de la droite en colonne x, y, z, les coordonnées du point M. Ensuite, égale sur chaque ligne xa, ya, za, les coordonnées de notre point par lequel on sait qu'on passe. Et enfin, derrière, vous retrouvez alpha, bêta, gamma, les coordonnées du vecteur U, fois notre variable ou paramètre t. Ici, pour notre droite GH, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le vecteur directeur hg pour avoir quelque chose de positif, et vous avez au choix le point H ou le point G qui appartient à la droite. Bon, bien maintenant que je vous ai tout rappelé, on va passer à la rédaction. Un vecteur directeur de la droite GH est le vecteur HG de coordonnées 5, 0, 1. Et GH passe par le point H de coordonnées 0, 3, 2, CF la question précédente. On en déduit l'équation paramétrique de GH, je reprends la formule du cours. Sur la colonne de gauche, X, Y, Z, les coordonnées d'un point M qui appartiendrait à la droite. Ensuite, les coordonnées du point par lequel on passe, ici c'est H, 0, 3, 2. Plus, à chaque fois, les coordonnées du vecteur directeur fois t. Et on n'oublie pas, le t appartient à R derrière. Vous obtenez donc, en simplifiant, que x est égal à 5t, y est égal à 3, et z est égal à 2. Vous avez bien ici l'absence du paramètre t sur l'axe y et l'axe z qu'on avait constaté au départ de l'exercice. Allez, on se retrouve pour la partie 2, soit M un point du segment GH tel que le vecteur HM est égal à K fois le vecteur HG, avec K un nombre réel de l'intervalle 0, 1. Alors, avant d'aller plus loin, on va analyser un peu ce que l'énoncé nous a défini. On reprend la figure. Je vous surligne en bleu la partie dont on parle, donc HM. Donc j'ai représenté le segment HM, mais attention, c'est le vecteur HM. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que HM est égal à K fois HG. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque en fait qu'on vous a défini que le vecteur HM était collinéaire au vecteur HG, puisque d'après la relation de votre cours, pour que le vecteur U et le vecteur V soient collinéaires, il faut prouver que U est égal à K fois V. De plus, ici, les deux vecteurs démarrent au point H. On a HM qui est égal à K fois HG avec un coefficient qui est compris entre 0 et 1. Donc en fait, votre point M, si on prend 0, on sera en fait au point H, et si on prend 1, on sera au point G au maximum. Donc concrètement, la définition ici du point M nous dit que le point M va se balader quelque part en fonction du coefficient K entre H et G. On peut passer à la question 2a. On vous demande ici de justifier que les coordonnées du point M sont 5K, 3 et 2. On va reprendre la relation qu'on avait. D'après l'énoncé, HM c'est égal à K fois HG. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait ça c'est une relation de collinarité, comme vous aviez en fait en première. Ici, pour pouvoir extraire les coordonnées du point M, on va devoir déjà donner les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc c'est parti. Je vous remets en bas le rappel des coordonnées d'un vecteur AB qu'on vous avait donné dans le cours, tout à fois dans l'espace puisqu'on a la coordonnée Z. En appliquant cette formule et en se servant des coordonnées du point H qu'on avait déjà obtenu et le point M, on va noter ça XM, YM, ZM, vous obtenez pour le vecteur HM XM, YM-3 et ZM-2. Ensuite, pour le vecteur HG, on va commencer par lui, on a déjà les coordonnées de H et G, donc si vous appliquez toujours la même formule, on obtient 5, 0 et 0. Et enfin, si on veut le vecteur KHG, il suffit de multiplier ces coordonnées par K, vous obtenez 5K, 0 fois K ça fait 0, et 0 fois K ça nous refait 0 pour Z. D'où l'équation que l'énoncé nous a définie, c'est-à-dire que HM est égal à K fois HG, vous pouvez passer au système d'équations où on obtient donc que les coordonnées des vecteurs sont égales sur chacun des axes. Vous avez XM qui est donc égal à 5K, YM-3 qui est égal à 0 et ZM-2 qui est égal à 0. Il nous reste plus qu'à isoler les coordonnées du point M. Vous obtenez qu'XM est égal à 5, YM est égal à 3 et enfin ZM est égal à 2. On obtient donc que les coordonnées de M sont les suivantes, 5K, 3 et 2.
On arrive maintenant à la question 2b, et on doit en déduire que le produit scalaire du vecteur AM et du vecteur CM est égal à 25k² moins 25 plus 4. Avant de se lancer dans les calculs, on regarde qui sont ces vecteurs AM et CM. Je vous les ai représentés respectivement en bleu et en rouge. Le point A, ses coordonnées, c'est 0, 0, 0, ça c'est assez trivial, il n'y a pas de problème. Le point M, on a déterminé ses coordonnées à la question précédente, et par contre le point C, on ne connaît pas ses coordonnées. Alors à ce stade de l'exercice, et vu la rédaction qu'on a mis en œuvre jusque-là, si vous donnez directement les coordonnées du point C, je pense pas que le correcteur vous en veuille. Maintenant, pour être tout à fait rigoureux, on va utiliser la même méthode que ce qu'on a fait au départ. Pour déterminer les coordonnées de H et G, on va utiliser la relation de Schall pour décomposer le vecteur AC. Une fois qu'on aura les coordonnées de tous ces points, on va pouvoir calculer les coordonnées du vecteur AM et CM et passer au produit scalaire. C'est parti pour la rédaction. Je vous ai représenté les vecteurs qu'on va utiliser dans la relation de Schall. On a AC qui est égal à AB plus BC, mais en fait BC c'est AD, donc vous obtenez que AC c'est égal à AB plus AD. Donc les coordonnées de C sont 5, 3 et 0. Avec les coordonnées précédentes, on en déduit les coordonnées des vecteurs AM et CM, toujours avec la même relation que je vous indiquais à la question précédente. On prend les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Vous obtenez 5K, 3 et 2 pour les coordonnées de AM, ainsi que 5K, moins 5, 0 et 2 pour les coordonnées de CM. Maintenant, il faut passer au produit scalaire. Je vous indique en rappel la formule du produit scalaire. Si on a deux vecteurs U et V dont les coordonnées sont x, y, z et x', y', z', une des formules du produit scalaire que vous avez vu dans le cours, c'est x, x' plus y, y' plus z, z', qui est ici le produit des coordonnées sur x, y et z, et on fait la somme de tout ça. On peut revenir au calcul, d'où on a AM scalaire CM qui est égal à 5K fois 5K moins 5, plus 3 fois 0, plus 2 fois 2. On n'oublie pas de développer le 5K qui est en facteur du 5K moins 5, et vous obtenez que le produit scalaire entre AM et CM est égal à 25K² moins 25 plus 4, comme l'indiquait l'énoncé. Allez, voilà maintenant à la question 2C, déterminer les valeurs de K pour lesquelles AMC est un triangle rectangle en M. Toujours pareil, avant de démarrer, on commence par situer l'objet dont on parle, donc ici on veut le triangle AMC et on va chercher les valeurs de K pour lesquelles on est rectangle en M. Je vous fais un petit rappel de cours, si on veut que AMC soit rectangle en M, concrètement, ça c'est la règle que vous avez depuis le collège, il faut qu'on ait un angle droit en M, c'est-à-dire que les droites AM et MC soient perpendiculaires. Mais avec le produit scalaire, vous savez que ça revient à prouver que le produit scalaire entre le vecteur AM et le vecteur CM est égal à 0. Et donc c'est ce sur quoi on va se focaliser. C'est parti pour la rédaction. Le triangle AMC est rectangle en M si et seulement si les droites AM et MC sont perpendiculaires, c'est-à-dire si et seulement si le produit scalaire entre le vecteur AM et le vecteur CM est égal à 0. Or ici on a établi à la question précédente que l'expression de ce produit scalaire c'était 25K² moins 25K plus 4. On cherche donc les valeurs de K telles que 25K² moins 25K plus 4 est égal à 0. J'espère que c'est pas la première fois que vous tombez sur un polynôme du second degré en plein milieu d'un exercice de géométrie, mais attention du coup, ça c'est une question qui arrive souvent. Je vous mets en bas le rappel du second degré, on a ici le calcul de delta b² moins 4ac, et si delta est supérieur à 0, on a les racines x1 et x2 qui ont l'expression que je vous ai notée en bas. On reprend la rédaction, ici on a delta qui est égal donc à b² moins 4ac, on remplace par les coefficients, vous trouvez 225. On a bien delta qui est supérieur à 0, donc l'équation admet deux solutions. Ici on reste cohérent, on note pas ça x1 et x2, on passe à k1 et k2, vous faites le remplacement des différentes valeurs et on obtient 1 cinquième et 4 cinquièmes. Alors attention, avant de conclure, on n'oublie pas de réfléchir que notre k il est compris entre 0 et 1, ici 1 cinquième et 4 cinquièmes sont tous les deux compris entre 0 et 1, donc sont bien solutions de notre équation. Si on avait trouvé 2 et 8 par exemple pour k1 et k2, il n'y aurait pas eu de solution. Ici pas de problème, on peut donc conclure, et donc le triangle AMC est rectangle en M pour k égale 1 cinquième ou k égale 4 cinquièmes. Allez, courage à tous! On arrive maintenant à la deuxième moitié de l'exercice. Dans toute la suite de l'exercice, on considère que le point M a pour coordonnées 1, 3, 2. On admet que le triangle AMC est rectangle en M, et on rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule 1/3 fois l'aire de la base fois h, où h est la hauteur relative à la base. Quand même, l'énoncé est vachement sympa, et d'ailleurs c'est une tendance qui s'installe au fur et à mesure, on vous rappelle le volume d'un tétraèdre. Vraiment, ils sont gentils. Ensuite, on vous dit qu'on considère le point K de coordonnées 1, 3
et 2. Et maintenant pour la question 3a, on vous demande de déterminer une équation cartésienne du plan ACD. Comme toujours, on commence par visualiser l'objet dont on parle. Je vous ai représenté notre figure et maintenant on va représenter le plan ACD que je vous surligne en orange. On peut identifier que les vecteurs AD et DC sont des vecteurs directeurs du plan. DC c'est comme AB, donc on pourrait dire qu'en fait AB et AD sont des vecteurs directeurs du plan. Alors j'arrête tout de suite ceux qui voudraient ici sortir l'artillerie lourde pour trouver l'équation cartésienne d'un plan. Non, ici si vous faites ça, bon déjà vous perdez du temps, mais surtout ici ça permettra à votre examinateur de juger si vous y voyez clair ou pas dans l'espace. On voit ici qu'en fait le plan ACD c'est celui qui correspond au plan inférieur de notre figure. Donc attention, le plan n'est pas limité à ce que j'ai dessiné, ici on pourrait l'étendre jusqu'à l'infini, mais pour la clarté je vous ai représenté que ACD. Mais ce plan bien entendu il contient aussi le point B, et en fait ce plan ACD il contient en fait tous les plans qui ont une cote de z égale à 0. Ainsi on va pouvoir donner directement l'équation cartésienne du plan sans passer par la méthode qui permet d'établir normalement une équation cartésienne de plan. Pour ceux dont la résolution est encore difficile pour les équations cartésiennes, je ferai une vidéo dont je vous mettrai le lien en haut. Ici on va conclure avec les informations que je vous ai données. Le plan ACD a pour vecteur directeur le vecteur AB qui va donc nous permettre de nous déplacer selon l'axe des X, le vecteur AD qui va lui nous permettre de nous déplacer selon l'axe des Y, mais du coup aucun des deux nous permettent de se déplacer selon Z. Donc notre plan a pour équation cartésienne Z égale 0. Et on conclut ça en douceur. On arrive maintenant sur la question 3b, et l'énoncé nous dit de justifier que le point K est le projeté orthogonal du point M sur le plan ACD. Alors, tout ce qui est projeté orthogonal, en général en cours particulier, ça vous donne des sueurs froides. Donc on va commencer par désacraliser un peu cette notion de projeté orthogonal par un rappel de cours complet. Dans un premier temps, je vous rappelle déjà la définition. Soit un point A et un plan P de l'espace, la projection orthogonale de A sur P, et le point H appartenant à P, tel que la droite AH soit orthogonale au plan P. Ça, c'est la définition que vous avez dans votre cours, dans le livre, ou n'importe quelle autre source que vous voulez, et on va représenter ça pour que vous puissiez voir un petit peu la situation. Je vous affiche le plan P, qui est représenté en noir et gris en bas, ainsi que le point A qui est dans l'espace au-dessus de ce plan. Je vous trace la droite perpendiculaire au plan P qui passe par A, et on obtient en bas le point H, qui est donc le point d'intersection entre la droite et le plan. Bien donc, le point H, qui est l'intersection entre la droite et le plan, est ce qu'on appelle justement le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Tant qu'on en est au rappel, on va rappeler la méthode qui permet de prouver qu'un point est un projeté orthogonal d'un autre sur un plan. Dans la définition, vous avez le premier élément qui vous dit que H est un point qui appartient à P. Donc la première chose à vérifier, ça va être de prouver que notre projeté orthogonal ici K appartient bien au plan ACD. Ensuite, le deuxième élément de la définition, c'est que la droite AH doit être orthogonale au plan P. Bien, dans un deuxième temps, on va montrer que la droite MK, puisque nous on parle des points M et K, pas de la droite AH ici, que la droite MK est orthogonale au plan ACD. Et pour cela, on va montrer que le vecteur MK est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ACD. Maintenant que tous les rappels sont faits, on peut passer à la rédaction. On a le point K qui a pour coordonnées 1, 3, 0. La cote du point K, ZK, est égale à 0. Mais donc ça vérifie bien l'équation cartésienne qu'on avait établie. Le point K appartient au plan ACD. On peut passer au deuxième point de la méthode et il faut montrer donc que MK est orthogonal à deux vecteurs directeurs de P. On va commencer par trouver les coordonnées du vecteur MK. On a M qui a pour coordonnées 1, 3, 2. On se sert de la formule coordonnées de la fin moins coordonnées de début. On obtient que le vecteur MK c'est 0, 0, moins 2. On rappelle les coordonnées de deux vecteurs directeurs de ACD. Vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Ici on va prendre AD et AC. Je rappelle en passant que pour un plan dont on vous a donné 3 points qui appartiennent au plan, donc ici le plan ACD, il suffit de prendre deux vecteurs formés de ces 3 points pour obtenir deux vecteurs directeurs du plan. Maintenant, il me reste à calculer les produits scalaires. On a vecteur MK scalaire vecteur AD qui est égal à 0 et le produit scalaire des vecteurs MK et AC qui nous donne aussi 0. Donc MK est orthogonal au vecteur AD et AC et vu que le vecteur MK est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, ce qui nous donne que la droite MK est perpendiculaire au plan ACD et ainsi que K est bien le projeté orthogonal de M sur le plan ACD. Allez, courage, vous y êtes presque. Pour la question 3C, on vous demande en déduire le volume du tétraèdre MACD. L'énoncé, vous avez déjà rappelé le volume du tétraèdre 1/3 fois R de la base fois la hauteur. Pour y voir plus clair, je vous représente la figure ainsi que le tétraèdre dont on parle.
On a trouvé précédemment que K était le projeté orthogonal du point M sur le plan ACD. Concrètement, MK, ça va être la hauteur de notre tétraèdre. Et en plus de ça, sur la base, vous avez que ADC est un triangle rectangle en D. Bien, on a analysé notre figure, on peut passer à la rédaction. Je vous glisse les rappels sur le côté. Je vous rappelle et on donne les coordonnées des vecteurs qui nous manquent dans la figure. Je vous rappelle la formule pour calculer la longueur d'un segment à partir des coordonnées du vecteur correspondant. On fait la somme des coordonnées au carré, tout ça racine carrée. Pour MK, vous obtenez la longueur 2, AD vous obtenez 3 et DC vous obtenez 5. On va pouvoir calculer l'aire du triangle en bas et vous avez que l'aire d'ACD c'est AD fois DC divisé par 2. Vous obtenez au final 15,5, donc attention pour les aires ici, on note bien UA qui signifie unité d'aire, qui dépend du coup de l'échelle de votre figure. Ici elle n'a pas été fournie, donc vous pouvez juste dire UA. Et on peut enchaîner avec le volume du tétraèdre MACD, qui est donc un tiers de l'aire précédemment trouvée, fois MK qu'on avait trouvé tout en haut qui était 2. On obtient au final que le volume de MACD est de 5, et là pour l'unité, on met unité de volume, UV. Et voilà pour la question 3C. Bravo à ceux qui sont arrivés jusque-là. Et alors, du coup, pour la question 4, l'énoncé vous dit « On note P, le projeté orthogonal du point D sur le plan AMC, et on vous demande de calculer la distance DP et en donner une valeur arrondie à 10-1 près. » Alors ici, il est important d'avoir une bonne représentation en 3D. Moi, je vais vous faire le café, je vous ai fait la représentation sur GeoGebra qu'on va voir tout de suite. On retrouve tous les éléments dont on a parlé jusqu'à présent, on a notre figure de base, le tétraèdre à l'intérieur, ainsi que sa hauteur MK. Je vous fais tourner la figure et je vous laisse 2 secondes pour bien voir où est-ce qu'on en est. Ensuite, sur ça, je vous représente le plan AMC qui apparaît en bleu. Alors, je tourne un petit peu la figure pour que vous y voyez plus clair. On voit bien que le plan, il est bien sur la face AMC. Ensuite, sur GeoGebra, je rajoute donc la droite perpendiculaire au plan AMC qui passe par D, qui est sur la figure en rose. Pareil, je vous fais un petit peu tourner la figure pour que vous voyez bien. Je vous montre les différents côtés de notre triangle AMC pour que vous voyez bien que la droite DP, elle est bien perpendiculaire sous tous les angles. Concrètement, en fait, je vérifie qu'on a bien l'orthogonalité selon plusieurs vecteurs du plan, donc 2 ça suffit, hein. Le troisième c'est pour le plaisir. On a donc une droite DP qui est perpendiculaire au plan, et ça va nous donner ce qu'on appelle du coup le projeté orthogonal, c'est ce dont on a parlé à la question 3b. Bien ici, comment est-ce qu'on fait le lien avec ce qu'on a fait précédemment ? Vous avez ici toujours le même tétraèdre, sauf que cette fois, on considère plus que la base c'est le triangle ABC, mais cette fois la base ça va être le triangle AMC. Et la hauteur issue de D, cette fois, ça sera DP, ce sera plus MK comme tout à l'heure. Par contre, on connaît déjà le volume de ce tétraèdre, donc le nouveau volume qu'on va pouvoir exprimer en fonction de la nouvelle hauteur, c'est-à-dire DP, sera égal à l'ancien volume. Et à partir de là, on va pouvoir poser l'équation qui va nous permettre de trouver DP. C'est parti pour la rédaction. En considérant D comme sommet du tétraèdre MACD, sa base est alors le triangle AMC rectangle en M, puisque ça on l'avait établi tout au départ. P étant le projeté orthogonal de D sur le plan AMC, on obtient que DP est la hauteur issue de D du tétraèdre MACD. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va pouvoir exprimer le volume en fonction de ces nouveaux paramètres. On a le volume MACD qui est égal à 1/3 fois l'aire du triangle AMC fois la hauteur DP. Pour exprimer ce nouveau volume, comme précédemment, j'exprime les coordonnées des vecteurs AM et CM, et j'en déduis les longueurs des segments AM et CM, avec la formule que je vous ai précisée précédemment. D'où, en appliquant la formule, on obtient que AM est égal à racine de 14 et que CM est égal à racine de 20. Donc ici, sur la copie, étant donné qu'on l'a déjà rédigé à la question précédente, on perd pas de temps avec le détail des calculs des longueurs. Pour ceux qui ont pris un raccourci dans la correction, je vous renvoie à la question 3C pour avoir tous les détails si nécessaire. On obtient que l'aire de la base, mais donc c'est racine de 14 fois racine de 20 divisé par 2, qui sont AM fois MC. Toujours pareil, on a déjà rappelé la formule de l'aire, on va pas le faire 2 fois. Ici, on obtient racine de 70, c'est une aire, donc on n'oublie pas le unité d'aire UA. À partir de là, on peut calculer le volume de MACD, qui nous donne donc 1/3 fois racine de 70 pour l'aire fois DP. On a donc obtenu le volume en fonction de DP dont je vous ai parlé à l'introduction. On sait que le volume de MACD c'est 5 UV. Bien, on peut poser l'équation que 1/3 fois racine de 70 fois DP est égal à 5. Je commence par multiplier par 3 pour me débarrasser du 1/3, et ensuite je
divise par racine de 70 pour obtenir la valeur de dp. L'énoncé vous demande une valeur arrondie à 10-1, on tape ça sur la calculette et vous trouvez que dp est à peu près égal à 1,8. Félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.